Bonjour, donc je suis le docteur Katia Stankovic. Je suis médecin dans le centre de référence de la fièvre méditerranéenne familiale, situé à l'hôpital Tenon à Paris. Bonjour, je suis Déborah, responsable du bureau de l'association française de la fièvre méditerranéenne familiale et des autres fièvres récurrentes héréditaires. Bien, donc aujourd'hui, nous allons faire cette conférence, le titre étant « Vivre avec une fièvre méditerranéenne familiale. Pourquoi fait-on des crises et comment les soulager ?» Donc on a choisi de faire cette présentation en 2 temps. La première, j'essaierai de donner des éléments principaux pour mieux comprendre la maladie. Et puis ensuite, on fera une présentation générale de l'association. Et ensuite, vous aurez bien sûr la possibilité de poser toutes vos questions jusqu'à 11h. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la fièvre méditerranéenne familiale, que j'appellerais FMF ou maladie périodique, ce n'est pas une maladie complètement orpheline. Elle fait partie d'un vaste groupe de fièvres d'origine génétique qu'on appelle les fièvres récurrentes héréditaires. Donc toutes ces maladies ont des caractéristiques communes et elles-mêmes font partie d'un très vaste groupe de maladies qui s'appellent les maladies auto-inflammatoires. La fièvre méditerranéenne familiale est une maladie génétique qui est liée à des anomalies dans un gène qui s'appelle MEFV. Et cette maladie concerne essentiellement les Juifs séfarades, les Arméniens, les Turcs, les Arabes, et ensuite par les migrations de population, tout le pourtour de la Méditerranée est concerné. Cette maladie génétique est dite autosomique récessive, c'est-à-dire qu'il y a une anomalie dans les gènes, c'est-à-dire dans la constitution propre de la personne, qui est venue à un moment donné, il y a des centaines d'années probablement, et donc qui a été conférée à certaines personnes. Mais cette anomalie on va dire, ne s'exprime pas parce que l'autre gène, c'est-à-dire que tout le monde a reçu un gène du père, un gène de la mère, et l'autre gène normal, qui fonctionne normalement, compense cette anomalie. Et puis, il suffit qu'un jour, 2 personnes se rencontrent et cette anomalie dans le même gène pour, quand elles font des enfants, l'association de ces 2 gènes qui a été modifiée peut faire un enfant qui a la maladie. Donc ça, c'est le principe un peu général de comment on reçoit cette maladie, la fièvre méditerranéenne familiale. Alors comment elle se manifeste cette maladie? Alors vous le savez, donc généralement les premiers symptômes apparaissent tôt dans la vie, en moyenne vers l'âge de 5-6 ans. Il y a quelques personnes qui développent la maladie dans la petite enfance, et en tout cas c'est exceptionnel d'avoir les premiers symptômes après l'âge de 30 ans. Elle se manifeste par des fièvres dont l'intensité peut être très différente d'une personne à l'autre et d'une crise à l'autre. Ça peut être des fièvres très élevées, 40, 41, mais aussi des fièvres plus discrètes, 38, 38,5, qui n'apparaissent pas forcément au premier plan dans les symptômes. Et cette fièvre dure un temps limité. En moyenne 3 jours, ça peut aller de 1 jour à une petite semaine, disons. Chez la moitié des personnes qui ont cette maladie, il peut y avoir des signes annonciateurs de la crise, que l'on appelle nous prodromes, qui peuvent être une espèce de gêne, de fourmillement au niveau du site où il y aura la douleur. Il peut y avoir une irritabilité dans le caractère, parfois des sensations un petit peu de vertige ou des troubles du comportement alimentaire. À cette fièvre est associée des douleurs à un site particulier qui sont des sites où il peut y avoir une réaction inflammatoire. Je vous rappelle que l'inflammation, c'est un processus normal de notre corps contre des défenses, notamment contre une infection par exemple. Quand on a de l'infection, on a de la fièvre, c'est une réaction normale du corps. Mais dans cette maladie, cette inflammation se déclenche un petit peu n'importe quand et n'importe comment, disons. Et donc ça peut donner cette fièvre et des douleurs. Alors les sites principaux de ces douleurs, c'est essentiellement le ventre, l'abdomen. Ça concerne 90% des personnes qui ont cette maladie. Mais parfois cette douleur peut être dans la poitrine, dans le thorax. Elle peut être au niveau des articulations, c'est plutôt les genoux, les hanches, parfois les coudes, les chevilles. Et puis, chez les petits garçons notamment, il peut y avoir aussi une inflammation au niveau des organes génitaux externes.
Et puis il y a un signe qui est un petit peu plus rare, mais qu'on trouve aussi, qui est une anomalie de la peau, où la peau au niveau de la cheville, du pied est très rouge. C'est très douloureux. C'est ce qu'on appelle le pseudo-érysipèle. Alors, ces crises, elles sont déclenchées par quoi? Parfois, je vous ai dit, ça se déclenche sans se prévenir. Mais on retrouve quand même, quand on voit les personnes qui ont cette maladie, qu'il y a des situations qui favorisent la survenue de ces crises. C'est notamment le changement de température. Alors, plus souvent dans le sens exposition au froid, mais on rencontre aussi des personnes qui déclenchent leur crise. Au contraire, quand elles viennent du froid et qu'elles sont exposées de façon assez brutale à une température ambiante chaude. Ça peut être le stress psychologique, l'examen scolaire, l'entretien professionnel. Donc ça, c'est à peu près un patient sur 2 peut avoir des crises liées à ce stress. C'est la fatigue. C'est souvent décrit aussi par les patients, les moments où ils sont un petit peu surmenés sur différents plans, ils vont déclencher la crise à ce moment-là. Chez les femmes, les menstruations, les règles peuvent déclencher les crises. Les crises peuvent être déclenchées aussi par le manque de sommeil, par des stations debout prolongées, par des excès alimentaires ou au contraire le jeûne. Certaines personnes vont développer des crises après des voyages de longue durée, quel que soit le mode de transport d'ailleurs, l'avion ou la voiture. Ça peut être une infection et un traumatisme. Alors, à côté de ces crises qui sont très caractéristiques et répétitives dans le temps, dans la vie d'une personne, il peut y avoir d'autres manifestations qui sont indépendantes de ce qu'on appelle nous ces crises inflammatoires, qui peuvent être d'une part des douleurs dans les muscles, ce qu'on appelle des myalgies, ce sont plutôt les muscles des jambes qui sont concernés, et il y a trois degrés d'intensité, on va dire. Ce qui est le plus fréquent, c'est les douleurs du muscle à la fin de la journée chez quelqu'un qui est debout toute la journée. Ça fait mal, il peut plus bouger, il a des difficultés à marcher, il n'y a pas toujours de la fièvre, et puis le repos, parfois un traitement antidouleur simple, permet de faire passer ces douleurs. Le degré d'après, c'est quelqu'un qui a fait un exercice physique plus intense que d'habitude, qui va avoir un petit peu de fièvre, qui va avoir des douleurs qui vont le confiner au lit pendant plusieurs heures à parfois plusieurs jours. Et puis, il y a des douleurs musculaires qui, elles, viennent sur un mode très aigu. C'est le 3e niveau. Là, c'est beaucoup plus rare. Ça peut durer plusieurs semaines. Et là, ça nécessite des traitements un petit peu spécifiques. Et les facteurs déclenchants de ces douleurs musculaires, c'est le plus souvent la station debout prolongée. Donc la personne, par exemple le coiffeur qui est debout toute la journée, ou une personne qui travaille dans la restauration, par exemple. Enfin, voilà, tout ce type, l'accueil qui est debout pendant 8 à 12 heures toute la journée. Ça peut être encore une fois les voyages de longue durée. C'est pour ça qu'on recommande toujours aux gens qui font des voyages de faire des pauses si c'est en voiture, ou de marcher dans la cabine de l'avion si c'est un voyage en avion. Ça peut être une fois de plus la fatigue, le manque de sommeil, les changements de température et un traumatisme local. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a certes les symptômes qui font partie de la maladie, mais il y a des symptômes qui peuvent révéler une autre maladie qui peuvent être associées. Toutes les personnes qui ont la fièvre méditerranéenne familiale peuvent aussi faire une crise d'appendicite ou une pneumonie. Donc il faut faire attention quand quelqu'un a des crises très répétées, puis qu'un jour la douleur elle est différente par ses caractéristiques, par sa durée, par son intensité. Il faut être vigilant et savoir aller consulter quand les symptômes sont inhabituels, parce que tout simplement ça peut être un autre problème de santé. Alors dans cette maladie il y a les crises. Mais au fur et à mesure des années, il peut y avoir d'autres complications. La complication la plus grave, c'est ce qu'on appelle l'amylose. C'est-à-dire que quand on a des crises inflammatoires, quand on a cette maladie, les substances qui sont produites dans le corps au cours de cette inflammation peuvent s'accumuler dans le corps, s'agréger et aller se déposer dans différents organes, et notamment les reins, les intestins, et puis d'autres organes, le foie ou des glandes comme la thyroïde. D'autres problèmes peuvent survenir, par exemple les personnes qui font très souvent des crises au niveau des articulations. Au bout de plusieurs années, les articulations peuvent se fragiliser et ça peut donner des problèmes articulaires qui sont avec des douleurs qui sont plus permanentes et qui n'évoluent plus sous forme de crise de quelques jours.
Et puis enfin, il ne faut pas oublier quand même que cette maladie dont les crises surviennent de façon quand même très imprévisible peut avoir des conséquences à la fois psychiques et sociales. On comprend bien que l'enfant qui peut pas passer son examen scolaire, qui est obligé de repasser le rattrapage, ou la maladie qui entraîne un absentéisme scolaire, ou bien la personne adulte qui va avoir un absentéisme dans son travail ou qui ne peut pas aller à ses entretiens professionnels, évidemment, ça aura des conséquences pour la vie de tous les jours. Alors, ce qu'il faut savoir aussi dans cette maladie, dans la fièvre méditerranéenne familiale, c'est que parfois, elle peut être de façon un petit peu préférentielle associée à d'autres maladies qui vont nécessiter un suivi des traitements un petit peu spécifiques, qui sont ce qu'on appelle des vascularites. C'est une maladie une maladie qui donne de l'inflammation dans les vaisseaux sanguins et qui peuvent donner des anomalies au niveau des reins, des anomalies neurologiques ou de la peau. Il peut y avoir aussi, de façon associée chez une même personne ou dans la famille d'une personne qui a une fièvre méditerranéenne familiale, des maladies qui donnent de l'inflammation dans le tube digestif. C'est ce qu'on appelle des maladies de Crohn ou la rectocolite hémorragique, dont vous avez peut-être entendu parler, qui sont des maladies spécifiques. Et puis, il peut y avoir aussi un groupe de maladies associées qui atteint les articulations, notamment la colonne vertébrale et les articulations du bassin, les hanches, ce qu'on appelle les spondyloarthrites. Donc, quand la fièvre méditerranéenne familiale est associée à une de ces maladies, évidemment, le traitement sera pluridisciplinaire et les traitements seront pluridisciplinaires. Alors, j'en viens justement au traitement. Donc, on va distinguer là le traitement de la crise et puis le traitement pour éviter les crises. Alors, le traitement de la crise, je reviens un petit peu sur le mécanisme de cette crise. C'est un excès d'inflammation dans le corps qui donne de la fièvre et qui donne des douleurs. Donc, quand il y a un excès d'inflammation dans le corps, on donne des traitements qui vont essayer de juguler cet excès d'inflammation. C'est ce qu'on appelle des médicaments contre l'inflammation, des anti-inflammatoires. Alors, le grand groupe d'anti-inflammatoires, c'est ce qu'on appelle les AINS. Par exemple, les médicaments que vous connaissez peut-être, c'est l'Advil, le Nurofen, l'ibuprofène, l'apranax. Tout ça, ce sont des anti-inflammatoires non stéroïdiens qui peuvent être utilisés au moment de la crise. Et puis, chez certaines personnes, soit parce qu'on ne peut pas donner ces AINS ou parce qu'il y a des crises qui ne répondent pas bien aux AINS, on donnera un autre traitement de l'inflammation qui sont des corticoïdes. Le problème des corticoïdes, c'est que quand on les prend souvent, notamment une personne qui a beaucoup de crises, il peut y avoir des effets secondaires propres sur la dose cumulée de traitement. Donc c'est un traitement qui est plutôt en seconde ligne. Je vous ai dit qu'il y avait de la fièvre, donc on donne des traitements anti-fièvre qu'on dit antipyrétiques, c'est le paracétamol, le Doliprane. Et puis, quand ces deux types de médicaments ne suffisent pas, donc les anti-inflammatoires et les anti-fièvres, les antipyrétiques, on peut ajouter des antidouleurs qui sont pour la plupart des dérivés de morphine ou des traitements, on va dire, intermédiaires entre le Doliprane qui est un niveau faible d'antidouleur et puis la morphine qui est un niveau élevé. Donc il y a toute une gamme de médicaments entre ce Doliprane et cette morphine pour essayer de soulager des douleurs qui seraient très intenses. Et il ne faut pas oublier que pour traiter la douleur, il n'y a pas seulement les médicaments, mais il y a tout un environnement qui doit être favorisant, c'est-à-dire que la personne doit être dans une pièce au calme, chauffée, et puis il peut y avoir aussi des méthodes non médicamenteuses pour aider à traiter cette douleur ou en tout cas à prendre du recul par rapport à cette douleur qui sont, par exemple, j'ai cité ici, l'auto-hypnose, la relaxation, mais il y a plein d'autres méthodes qui peuvent être très utiles pour gérer la douleur. Donc ça, c'était le traitement de la crise. Mais c'est vrai que quand on peut éviter que les crises viennent, finalement, c'est mieux. Et donc, on utilise des médicaments qu'on appelle, nous, le traitement de fond, qui sont des médicaments qu'on donne au quotidien pour éviter les crises. Alors, en fait, ces traitements qu'on donne au quotidien pour éviter les crises, elles ont un autre objectif qui est aussi d'éviter les complications dont je vous ai parlé à long terme, au bout de 20-30 ans d'évolution de la maladie, et notamment de l'amylose. Parce que l'amylose, c'est une complication potentiellement grave qui peut entraîner une insuffisance des reins, une insuffisance rénale.
Et donc c'est pour ça que les personnes qui ont une fièvre méditerranéenne familiale, même si elles n'ont pas beaucoup de crises, il y a quand même cette surproduction d'inflammation dans leur corps et il faut qu'elles prennent un traitement de fond donc le médicament de référence, c'est la colchicine. Alors la colchicine qui est utilisée dans d'autres maladies, notamment la goutte. Voilà. Alors c'est vrai, c'est un médicament qu'on utilise à des doses assez standardisées. Chez le petit enfant, ce sera un demi-comprimé. Chez l'adulte, c'est un comprimé et on peut augmenter les doses si on voit que l'efficacité n'est pas suffisante à une dose précise. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce médicament, il n'a pas une action immédiate. Le médicament, il faut le prendre tous les jours pendant plusieurs mois. Nous, on dit environ 3 à 6 mois pour vraiment ressentir un bénéfice sur la diminution des crises. Donc, ce qui veut dire que quand on a une crise, mais que ça fait pas 3 mois qu'on prend le traitement, faut pas se décourager. Il faut continuer. Et le traitement va continuer, l'efficacité va venir avec le temps. Alors, on donne des doses plus fortes chez les gens qui ont déjà de l'amylose. Et puis parfois, il nous arrive à augmenter un petit peu la dose en prévention d'un événement où on sait qu'il sera déclencheur d'une crise. Par exemple, le baccalauréat chez les jeunes ou un entretien professionnel. Voilà, ce type d'événement. Alors, la colchicine, c'est un médicament parfois qui fait peur à des médecins ou à des pharmaciens qui ne connaissent pas très bien la maladie ou qui ne connaissent pas très bien le maniement de ce médicament. C'est vrai, c'est un médicament, comme tout médicament, il faut l'utiliser à la bonne dose, à bon escient, dans la bonne indication. Mais quand on l'utilise donc à ces doses et qu'on prend des précautions particulières, il est globalement bien toléré. Alors c'est vrai que la colchicine, quand on le prend, les premiers jours, les premières semaines, 2-3 semaines, on peut avoir un petit peu de diarrhée. Donc il faut en parler à votre médecin parce qu'il y a des petits trucs pour justement améliorer cette diarrhée. En tout cas, c'est un médicament qui est relativement facile à utiliser parce qu'on sait qu'il n'est inoffensif aussi bien chez l'enfant que chez la femme enceinte ou la femme qui allaite. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la colchicine, quand elle est prise en même temps que d'autres médicaments, elle peut là, effectivement, devenir toxique. Et la grande famille de médicaments que tout à chacun est susceptible de recevoir, c'est un certain type d'antibiotiques qui s'appellent les macrolides. J'ai mis ici quelques noms en rouge de macrolides. Et c'est vrai que quand on prend un macrolide en même temps que la colchicine, là, la colchicine peut s'accumuler dans le corps et donner une toxicité. Donc, toutes les personnes qui ont de la colchicine au long cours, on leur recommande et on répète à leur médecin traitant qu'il faut éviter d'utiliser les macrolides s'il y a une infection, quelle qu'elle soit. On peut tout à fait vivre sans macrolides, on peut tout à fait traiter les infections avec d'autres types d'antibiotiques. Et puis ensuite, il y a d'autres médicaments. Alors, il y a des anticholestérols, il y a la cyclosporine, c'est un anti-rejet chez les personnes qui sont transplantées. Et puis, chez les personnes qui ont eu des caillots de sang dans les poumons ou dans les veines, on donne des anticoagulants qui, effectivement, aussi peuvent interagir avec la colchicine. Donc, tout ça, le médecin qui prescrit la colchicine doit prévenir les autres correspondants pour éviter ce type de situation. Alors, vous allez me dire, il y a des gens qui ne répondent pas bien à la colchicine, c'est vrai. Ils ont beau avoir une dose forte de colchicine, on va jusqu'à 2 comprimés et demi. Ils continuent à avoir des crises. Donc là, c'est là que c'est bien de reconsulter son médecin référent pour la fièvre méditerranéenne familiale, parce que parfois il y a des situations qui font que on continue à avoir des crises, du stress, de la fatigue, ou bien les menstruations chez les femmes. Et il y a des choses à proposer pour éviter ces facteurs favorisants, avant d'envisager des traitements plus compliqués. Bien sûr, toujours réévaluer la dose. Et puis ensuite, quand vraiment la colchicine, malgré toutes ces précautions, n'est pas efficace, on peut être amené à utiliser des médicaments un petit peu plus compliqués à manipuler sous forme d'injection sous-cutanée qui s'appelle l'anakinra ou un autre traitement qui s'appelle l'Hilaris. Mais ça, c'est vraiment du domaine du spécialiste. Comment on surveille la maladie ? Eh bien sûr, on vérifie que le traitement est efficace en termes de survenue de crise inflammatoire, mais il y a parfois des personnes qui n'ont pas de crise et qui peuvent avoir quand même une maladie active, et c'est pour ça que c'est très important, au moins une fois par an, de faire des analyses sanguines et urinaires. Dans le sang, qu'est-ce qu'on va regarder ? On va regarder qu'il n'y a pas d'inflammation active, bien qu'il n'y ait pas de crise. Donc ce sont les paramètres que l'on mesure, c'est la CRP. Dans certains centres, on peut faire aussi la SAA, mais qui est un équivalent.
On va vérifier que les reins fonctionnent bien, toujours par rapport à ce risque d'amylose dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est le paramètre s'appelle la créatininémie qu'on mesure dans le sang. Et puis on vérifie que le médicament est bien toléré au niveau des globules. Donc on fait une numération sanguine. Et puis toujours par rapport à cette amylose, on vérifie qu'il n'y a pas de protéines qui apparaissent dans les urines. Donc on fait une analyse d'urine une fois par an. Un peu plus évidemment chez les gens qui ont un petit peu de protéines. Voilà. Je vais finir cette présentation en parlant un petit peu d'un sujet qui concerne quand même un certain nombre enfin, on a beaucoup de questions par rapport à ça, qui est fertilité et grossesse dans la fièvre méditerranéenne familiale. Alors, chez les hommes, ça se passe bien, la fertilité est habituellement normale. Il peut y avoir des cas de stérilité primaire liés à la maladie, parce que ces personnes, donc ces hommes, auront eu éventuellement beaucoup de crises au niveau des organes génitaux quand ils étaient petits garçons. Donc ça peut effectivement avoir une influence sur la fertilité. La cause la plus fréquente d'infertilité masculine, c'est quand même d'avoir une amylose. Donc cette amylose, c'est parce que les traitements n'ont pas reçu la colchicine ou l'ont pas pris de façon adaptée. Et en tout cas, cette amylose dans les organes génitaux est toujours associée à une amylose des reins. Donc le diagnostic peut être fait par des analyses des urines notamment et des fonctions de la fonction des reins. On peut se poser la question, est-ce que le traitement de fond, la colchicine, a une incidence sur la fertilité des hommes ? Donc en fait, non, effectivement, quand on regarde la notice du médicament, il y a marqué infertilité, mais quand on regarde les études qui sont faites, cette infertilité vient pour des doses de médicaments qui sont 30 à 3000 fois supérieures aux doses que l'on utilise en pratique courante. Donc voilà, ça c'est des études qui ont été très bien faites. Il n'y a pas de modification des hormones chez les personnes qui prennent de la colchicine de façon quotidienne. Et il y a même des équipes, notamment israéliennes, qui ont regardé si les grossesses qui étaient venues de pères qui prenaient la colchicine étaient normales. Oui, elles sont normales. Donc la conclusion de ça, c'est il n'y a pas de risque de la fertilité liée aux médicaments pris chez les hommes qui ont la fièvre méditerranéenne familiale. Que se passe-t-il chez les femmes ? Donc la fertilité féminine est également habituellement normale dans la fièvre méditerranéenne familiale. Le petit groupe de femmes qui ont effectivement des problèmes de fertilité, qui ont une stérilité, c'est soit parce qu'elles aussi ont une amylose, ça peut arriver, soit parce qu'elles n'ont pas reçu la colchicine suffisamment tôt dans la vie, et donc du coup le fait de faire des crises dans le ventre à répétition peut donner des problèmes mécaniques. Et donc, c'est ce qu'on appelle des anomalies tubaires, c'est-à-dire que l'œuf, tout simplement, ne peut pas progresser au niveau des organes génitaux. Et puis, on a montré aussi qu'il y a probablement un problème de fonctionnement des ovaires chez un petit groupe de femmes qui ont la fièvre méditerranéenne familiale. Mais encore une fois, c'est des choses qui sont quand même assez rares. Comment se passe la grossesse chez une femme qui a une fièvre méditerranéenne familiale ? Donc le déroulement est le plus souvent normal, mais ça nécessitera de toute façon un suivi conjoint entre le référent pour la fièvre méditerranéenne familiale, l'obstétricien et puis éventuellement d'autres spécialistes qui suivront cette femme. Il faut faire attention, toute fièvre et douleur abdominale chez une femme enceinte, ça peut être autre chose, un problème lié à la grossesse, et donc je pense que c'est assez raisonnable pour une femme enceinte qui a la fièvre méditerranéenne familiale de consulter ou de prendre un avis si elle a ces symptômes, même si ça peut être évidemment une crise. Alors, qu'en est-il de la colchicine ? Donc, il est bien montré que les femmes qui font des crises de FMF au début de leur grossesse ont un risque accru de fausse couche, et la colchicine protège, prévient la survenue de crises, notamment au début de la grossesse, et donc d'éviter les fausses couches. Alors, il n'y a pas d'effets tératogènes. On a craint à un moment donné que la colchicine donnait des malformations chez l'enfant, mais quand on regarde sur des cohortes de milliers et de milliers de femmes, il n'y a pas plus de malformations des enfants chez des femmes qui prennent la colchicine. Donc, c'est très important de continuer la colchicine pendant tout le temps de la grossesse chez une femme qui a une fièvre méditerranéenne familiale. Les femmes qui ont donc cette maladie et qui prennent la colchicine à leur cours peuvent allaiter. Il faut savoir que la colchicine passe dans le lait, mais à une dose très faible. Et il y a des petits trucs à savoir pour pouvoir synchroniser la tétée et la prise du médicament.
Donc, il n'y a pas de contre-indication à allaiter chez une femme qui prend la colchicine à des doses que l'on utilise dans la fièvre méditerranéenne familiale. Voilà, je vais passer la parole à ma collègue qui va présenter donc l'association de patients, la FFMF. Merci, docteur. Donc, je rappelle un petit peu les prémices de l'association. Donc, c'est une association qui a été créée par un groupe de patients le 11 janvier 2006. Donc, le but était effectivement d'aider toutes les familles atteintes de fièvre méditerranéenne familiale à, on va dire, être mieux entourées. Donc, on est membre de l'Alliance Maladies Rares, donc du Téléthon, d'Aurore 10, de l'INSERM. Et on a un appui et un soutien de notre conseil scientifique composé de tous les spécialistes des fièvres récurrentes, dont le docteur Katia Stankovic. Donc nos missions, c'est le soutien, l'écoute, l'orientation des malades et de leurs familles. Nous diffusons de l'information auprès des professionnels de santé, des malades et de leur entourage. Nous essayons également de faire le maximum de congrès pour une diffusion de ces maladies rares auprès du grand public. Donc nous avons des supports qui nous ont été édités par la Fondation Groupama pour la santé. Donc vous avez le livret sur la fièvre méditerranéenne familiale qui est téléchargeable sur notre site internet www.affmf.org, ainsi que celui sur les fièvres récurrentes héréditaires, où là, dans ce livret, nous parlons de toutes les fièvres récurrentes, dont les TRAPS, les CAPS, le syndrome d'hyper-IgD et du PFAPA également. Donc voilà, ça c'est donc les livrets. Vous avez également à votre disposition en téléchargement ou simplement en appelant l'association un album enfant qui s'appelle Félix Moyen Finot, qui explique la maladie aux enfants et qui est traduit en 7 langues. Vous avez donc aussi toutes les plaquettes Vivre au quotidien. Donc ces plaquettes sont issues d'ateliers que nous avons organisés en concertation avec le conseil scientifique. Donc à chaque atelier, un des médecins est présent pour animer cet atelier. Donc vous avez celle sur j'ai un élève dans ma classe qui a la FMF, une autre sur la colchicine au long cours, une autre sur j'attends un enfant et j'ai la FMF, et une toute dernière qui est comment annoncer à ses proches qu'on est atteint d'une fièvre récurrente héréditaire. Et puis la petite dernière qui n'est pas sur le diaporama, mais c'est la gestion au quotidien du PFAPA. Donc l'association organise régulièrement des réunions d'information auprès des patients atteints de fièvre récurrente et de leurs familles. On l'a déjà fait à Paris, à Marseille, à Toulouse, à Lyon et dernièrement à Nice. Et nous tenons à remercier tous les médecins des centres de compétences un petit peu partout en France qui acceptent bien volontiers d'animer ces réunions, ainsi que nos médecins parisiens. Nous organisons également des ateliers sur des thèmes précis d'où en ressort donc les fameuses plaquettes que je vous ai présentées. Et nous avons organisé 2 rencontres internationales, une en Israël en 2012 et une au Maroc en 2014, où là nous avons rencontré les spécialistes dans chacun de ces pays. Nous sommes présents également lors des congrès, des salons comme la Sofrémip, qui est un congrès de pédiatres. Pareil pour le congrès de médecine interne, pour les séminaires sur les maladies auto-inflammatoires de Montpellier. Là, prochainement, nous serons au congrès de la Société française de rhumatologie qui se tient à Paris, porte de Versailles, au mois de décembre, donc prochain. Nous avons également fait les congrès des urgentistes. Voilà, afin de financer donc toutes ces plaquettes, tous ces événements, toutes ces réunions, nous essayons de faire des événements, donc les compétitions de golf, des dîners de bienfaisance à Toulouse, des avant-premières de films, des tournois de foot. Dernièrement, nous étions à Toulouse avec le Rotary Club où nous avions eu le prix pour recevoir. Soirée de magie à Toulouse, pardon.
Et voilà, surtout la présence donc de l'association sur le site www.affmf.org. Vous pouvez aussi poser vos questions via ce site internet. Et si l'association ne sait pas répondre, nous transférons vos réponses aux médecins spécialistes de l'AFMF. Le site Facebook également, vous avez une page que vous pouvez liker où vous pouvez échanger avec d'autres personnes qui ont la maladie. Je tenais juste à préciser que l'association a tenu son assemblée générale le 4 novembre dernier et qu'il y a donc une nouvelle présidente qui s'appelle Charlotte Sens, et qui souhaite donc s'engager dans la FFMF. Elle souhaite apporter son expérience de la maladie au quotidien. Elle est atteinte de CAPS. Elle a beaucoup d'énergie, elle veut aller encore plus loin dans le soutien de la recherche et des malades. Et donc, elle compte s'investir à temps plein dans le développement de l'AFFMF. Et en accord avec le conseil scientifique et le bureau, son action s'articulera autour de lignes directrices. Donc, vous avez présentement toutes les lignes qu'elle souhaite aborder. Je vais finir brièvement sur donc le rappel du site internet. N'hésitez pas à appeler l'association, on vous orientera vers les spécialistes des centres de référence et de compétences. Et là, on va passer, maintenant, on a beaucoup de questions sur le web, donc on va essayer d'y répondre le plus précisément possible. Merci. Donc je reprends le micro. Donc effectivement, merci de vous être connectés. Donc on a des questions qui sont un petit peu personnelles, mais on va essayer d'y répondre pour que ça puisse être utile pour l'ensemble de la communauté de ces patients. Alors bonjour John. Donc vous avez des crises, vous avez surtout un problème des muscles. Et donc effectivement, vos médecins ont fait des examens complémentaires, notamment une imagerie très spécialisée qui s'appelle l'IRM, et vous auriez donc de l'inflammation dans les muscles qui s'appelle une polymyosite. Donc il y a deux problèmes à ça. C'est effectivement soulager vos douleurs, et ça je crois que c'est le plus urgent pour vous parce que manifestement vous ne dormez pas la nuit, vous êtes très 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 gêné. Donc ça il faut vraiment voir avec vos médecins pour réajuster les traitements de la douleur en attendant qu'il y ait un diagnostic précis. Alors ce diagnostic peut être très divers. La myosite, ça peut être une maladie à part en soi, ça peut être une maladie associée, comme je disais tout à l'heure, là les vascularites, ou de façon très exceptionnelle, mais ça existe, ça peut être aussi un effet secondaire de la colchicine. Alors je vous dis pas d'arrêter votre colchicine aujourd'hui, surtout pas. Je crois que c'est très important que les médecins continuent à faire leurs investigations cliniques et notamment la biopsie qui apparemment est prévue. Donc voilà, faites cette biopsie, ça donnera beaucoup de renseignements aux médecins et ensuite ils pourront adapter le traitement. Mais en tout cas, d'ici là, bien sûr, il faut absolument qu'ils puissent réajuster votre traitement de la douleur. En France, on a la chance d'avoir accès à de très nombreux médicaments, à de très vastes médicaments. Alors ensuite, je dis bonjour à Stéphane. Donc, votre question, c'est y a-t-il un espoir de guérir définitivement de cette maladie par une greffe de moelle osseuse ? Alors effectivement, c'est une maladie génétique. Donc la maladie génétique, on l'a toute sa vie, sauf si on change la génétique. Et effectivement, un moyen, dans d'autres maladies en tout cas, c'est greffe de moelle osseuse où on change le gène malade. Alors ce n'est pas quelque chose qui est actuellement envisagé dans la fièvre méditerranéenne familiale, parce que on a accès à des traitements entre guillemets plus simples, la colchicine ou éventuellement les traitements par injection dont je parlais, parce que faire une greffe de moelle osseuse, c'est un peu comme une chimiothérapie dans un cancer, c'est-à-dire que ce sont des traitements extrêmement lourds, avec là pour le coup beaucoup plus d'effets secondaires, et donc il n'est pas envisagé pour l'instant des programmes de greffe dans cette maladie. Vous savez, quand on utilise un traitement, on balance toujours le bénéfice qu'on attend du traitement contre son risque. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Ensuite, je dis bonjour à Milsou. Donc, vous avez une maladie périodique depuis de 20 ans et vous avez un problème d'obésité pour lequel on aurait proposé une opération de l'estomac. Et donc, vous demandez si cette opération est compatible avec la maladie.
Alors tout à fait, on peut envisager une opération chirurgicale de l'obésité quand on a la maladie périodique. Il faut simplement qu'il y ait une bonne coordination entre les médecins qui vont vous opérer et puis les médecins qui s'occupent de vous pour la fièvre méditerranéenne familiale. La colchicine devra être poursuivie pendant toute la durée autour de l'opération, mais au contraire, je veux dire, l'obésité peut avoir d'autres conséquences qui peuvent s'ajouter à celle de la fièvre méditerranéenne familiale. Donc je pense que cette opération est tout à fait envisageable si les médecins spécialistes nutritionnistes ont pensé que ce serait utile pour vous. Alors vous avez effectivement remarqué, Milsou, que vous faisiez moins de crises quand vous perdiez du poids. Alors peut-être, ça je n'ai pas de données un petit peu scientifiques pour dire que les crises dans la fièvre méditerranéenne familiale sont associées à des variations de poids, mais effectivement si c'est bénéfique pour vous, oui c'est tout à fait concevable. Alors je réponds à une autre personne qui s'appelle Karine, qui est hétérozygote, c'est-à-dire que vous n'avez qu'une seule anomalie, l'autre gène étant sain a priori, mais vous avez effectivement aussi des crises d'inflammation, et donc vous demandez si vous risquez l'amylose. Alors j'ai effectivement dit pendant la présentation tout à l'heure que les personnes qui sont porteurs d'une seule anomalie de gène et puis qui compensent avec l'autre gène normal ne sont pas malades. C'est vrai dans 90% des cas, mais il y a une petite partie de personnes qui ont effectivement une seule anomalie et qui peuvent présenter les symptômes de la maladie. À ce moment-là, ce sont des symptômes qui sont assez caractéristiques, que j'ai décrits tout à l'heure. Et ce qu'on s'assure quand même, c'est que ces symptômes sont bien liés à un excès d'inflammation. Donc pour faire le diagnostic, chez ces personnes qui n'ont qu'une seule anomalie de gène, on fait des analyses sanguines où on montre qu'il y a un excès d'inflammation. À partir du moment où il y a un excès d'inflammation et que c'est récurrent dans la vie, il y a un risque d'amylose. Donc oui, ça justifie de prendre un traitement par colchicine au long cours, même si vous n'avez qu'une seule mutation. Il faut savoir que nous, en tant que médecins, la génétique n'est qu'un seul élément dans le diagnostic. C'est-à-dire que si la génétique est caractéristique face à une personne qui a des symptômes tout à fait caractéristiques, voilà, elle va confirmer la maladie. Mais si la génétique est pas parfaitement typique, en tout cas, elle ne permettrait pas d'éliminer la maladie. Donc ça, c'est plus une réflexion de médecins un petit peu spécialisés dans cette maladie. Donc oui, il faut prendre la colchicine si vous avez des symptômes et si vous avez de l'inflammation. Même si c'est M694V ou même si c'est M694I. Alors je continue, il y a beaucoup de gens qui continuent à nous écrire. Donc, oui, peut-être, je vais le mettre entre nous deux. Alors je reviens à Stéphane, donc qui avait posé la question de la greffe osseuse dans la maladie, dans la fièvre méditerranéenne familiale. Et donc vous demandez, quand il y a un loupé de colchicine un soir, doit-on prendre le risque d'en prendre un deuxième ou attendre le lendemain soir pour continuer le traitement? Donc non, si vous savez plus si vous avez pris ou pas votre traitement, tant pis. Au mieux, dès que vous y pensez, vous le reprenez. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude de prendre le soir, si vous y pensez le matin, vous le prenez le matin. Et puis le jour d'après, vous le prendrez peut-être à midi ou vous reprendrez ce soir. On n'est pas non plus à 12 heures près de la prise du médicament. Mais dès que vous êtes rendu compte que vous avez oublié votre médicament, il faut reprendre le médicament. Mais pas prendre 2 fois dans la même journée. Ça, vous risquez d'avoir des effets secondaires qui risquent de pas être agréables. Alors, ensuite, je continue. Alors, bonjour à Youpi. Donc, vous êtes nouveau membre. Alors, on me demande si la conférence pourra être téléchargée dans un second temps. Donc, voilà, on vous a répondu. La personne qui nous assiste techniquement vous a répondu. Très bien. Alors, ensuite, on a quelqu'un qui se prénomme Mopsy22. Donc bonjour. Et donc votre question c'est: quels sont les indices biologiques et cliniques d'une inflammation persistante en dehors des crises, malgré un traitement bien conduit?
Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des gens qui ne font pas de crise et c'est très important de faire une analyse sanguine au moins une fois par an pour vérifier qu'il n'y a pas d'inflammation. Ce sont des analyses tout à fait standards. C'est la CRP et nous, dans les centres de référence, on développe le dosage d'un paramètre qui est directement impliqué dans l'amylose qui s'appelle la SAA, qui est pas très compliqué. Alors, dans les milieux hospitaliers, on le fait et c'est pris en charge par le milieu hospitalier. Ça peut être fait en ville, c'est payant, enfin ça coûte 23 €, c'est pas non plus très très cher. Mais en tout cas, voilà, on a des paramètres simples sur des prises de sang pour voir si vous avez une inflammation active ou pas, malgré votre traitement, et pour pouvoir ajuster la dose de traitement. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Alors, je reviens à John qui avait ses problèmes de muscles. Donc vous avez de la cortisone. Donc la cortisone, c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que pour tout symptôme, il y a de l'inflammation. On va essayer d'y répondre par des traitements qui vont lutter contre l'inflammation. Pour vous, c'est la cortisone, mais parfois ça suffit pas à régler le problème de la douleur. Et donc c'est important d'associer ces traitements qui vont lutter contre l'inflammation, qui est le mécanisme propre du problème médical, on va dire, mais c'est important de l'associer à un traitement qui va traiter la douleur, qui est, elle, pas spécifique. Et donc, il y a différents niveaux d'antidouleur. Le premier, c'est le Doliprane. Je pense que c'est effectivement tout à fait inactif chez vous. Après, il y a d'autres médicaments de ce qu'on appelle de niveau 2, qui s'appellent l'Acupan, qui s'appelle le Tramadol, le Zamudol, la codéine. Donc tout ça, c'est un petit peu plus fort. Et puis, en troisième palier, si vraiment tous ces traitements ou ces associations de traitements, parce qu'on fait aussi des associations de médicaments pour essayer de traiter une douleur, n'est pas suffisant, on peut avoir recours à des petites doses de morphine. Donc tout ça, il faut vraiment en reparler avec vos médecins parce que je vois que vous avez que la cortisone et le Doliprane et effectivement, ça paraît insuffisant. Alors, on a bonjour Anissa. Donc vous êtes la maman d'une petite fille qui votre fille n'a pas fait de crise depuis l'âge de 2 ans et demi. Alors je ne sais pas quel âge a votre fille, mais enfin je suppose qu'elle est donc plus âgée. Et en fait, elle a commencé le traitement, mais depuis qu'elle a des règles, qu'elle est réglée, voilà, elle pense, enfin a priori ces crises recommencent. Donc c'est ce que je disais, chez les jeunes filles, les jeunes femmes, les crises peuvent être déclenchées par les règles. Donc il y a des moyens d'arranger ça. Soit c'est parce que la dose de colchicine n'est pas tout à fait suffisante, parce ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, un enfant ça grandit, ça prend du poids, donc la dose qu'on avait 4 ans avant est pas forcément la bonne. Donc ça c'est la première chose. Et puis si malgré une bonne dose de colchicine, les crises continuent à être déclenchées par les règles, on peut donner des traitements pour régulariser les règles, qui sont des traitements à base de pilules certes, mais qui peuvent complètement résoudre le problème chez ces jeunes filles. Voilà. Alors on continue à nous écrire de façon intensive. Donc non, on ne peut pas nous joindre par téléphone, je suis désolée. Mais voilà, vous pouvez prendre contact avec l'association. Vous avez encore le numéro de téléphone ou bien leur écrire. Et puis ils sauront vous orienter vers les centres de référence ou les centres de compétences suivant où vous êtes pour répondre plus spécifiquement à vos problèmes de santé. Alors, on a monsieur ou madame Manoué. Donc, mon fils est hétérozygote avec la mutation du gène 694 et fait des angines blanches avec de la fièvre et des douleurs au ventre. Alors, je ne sais pas quel âge a votre fils, mais c'est vrai que les enfants, qu'ils aient ou qu'ils aient pas la fièvre méditerranéenne familiale, ils font des angines et ils font des infections de l'enfant. Mais c'est vrai que chez ces enfants, parfois les infections, du coup, peuvent avoir des symptômes beaucoup plus importants, des fièvres, parce que l'angine en elle-même peut déclencher une crise de FMF. Donc évidemment, il faut traiter l'infection. Donc ça passe parfois par des antibiotiques, pas toujours d'ailleurs. Enfin, les angines blanches, généralement, il y a des antibiotiques. Et les douleurs au ventre peuvent effectivement lier à une crise de fièvre méditerranéenne familiale. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, dans certaines angines, dans certaines infections virales, il peut y avoir des douleurs au ventre qui n'ont rien à voir avec du coup une crise de FMF. Donc peut-être que c'est bien de voir votre pédiatre pour essayer de faire la part des choses. Et voilà. Et, bon, il peut y avoir des ganglions, il peut y avoir d'autres sites d'infection qui vont pouvoir éventuellement orienter votre médecin généraliste ou le pédiatre pour savoir quoi faire à ces moments-là.
Alors on nous pose une question intéressante sur est-ce que toutes les mutations sont équivalentes sur le risque d'amylose. Notamment on nous cite ici M694V et M694I. Alors effectivement, il y a des mutations que nous on dit typiques. Alors la plus fréquente c'est M694V, mais il y en a d'autres, effectivement, qui sont tout à fait typiques de la maladie. Et je veux dire, c'est pas finalement la mutation qui confère le risque de l'amylose. C'est vous avez la fièvre méditerranéenne familiale, il y a de l'inflammation, vous faites des crises. Et donc, on vous donne le traitement pour éviter l'amylose. Quand on regarde à l'échelle de population de patients, effectivement, il y a des mutations qui sont plus associées à l'amylose, qui est M694V. Mais si vous avez d'autres mutations, et à partir du moment où on a posé le diagnostic de cette maladie de l'inflammation, il faut prendre la colchicine parce qu'il y a toujours un risque d'amylose à l'échelle individuelle. Voilà. Alors ensuite, donc il y a Anissa. Vous avez dit que le gène, je pense que c'est M694V a plus de risques. Est-ce que malgré la prise de 2,5 mg par jour, oui, donc je pense que votre question c'est est-ce qu'il y a de l'amylose? Est-ce que le risque dépend de la dose? Ben non, je pense qu'on a dû augmenter les doses de colchicine chez vous, parce que justement vous continuiez à avoir des crises ou de l'inflammation dans le sang. Alors c'est vrai qu'après, si avec cette dose maximale 2,5 mg par jour, vous continuez à faire des crises ou vous continuez à avoir de l'inflammation dans le sang, peut-être que dans les mois qui viennent, il y aura peut-être une décision d'intensifier le traitement. Alors, il faut savoir aussi que la vie n'est pas monotone, c'est le moins qu'on puisse dire, et qu'il peut y avoir des périodes dans la vie où on peut continuer à faire des crises, parce qu'on a un stress personnel, parce qu'il y a une situation professionnelle, parce que il y a des étapes dans la vie qui font qu'on peut faire plus de crises. C'est pas pour autant que votre maladie continuera à évoluer toujours sur ce mode pendant des années et des années. C'est pour ça qu'il faut pas forcément paniquer tout de suite. Il y a les crises, il faut traiter les crises, il faut adapter les doses de colchicine, et en tant que médecin, on se donne toujours un petit peu de temps dans les 6 mois, 1 an pour voir ce qui se passe, pour voir si finalement cette recrudescence de crise elle est liée à une situation particulière de la vie ou non. Et donc après effectivement, si les choses persistent, on peut intensifier les traitements pour éviter l'amylose. Alors Manou, est-ce que la fièvre méditerranéenne familiale ou un syndrome de Marshall alors qu'il y a une mutation du gène 684? Ouais. Alors le syndrome de Marshall, en fait, c'est une maladie qui n'est pas liée à un gène. Enfin, en tout cas, à l'heure actuelle de la science, on n'a pas identifié de gène pour cette maladie. Ça donne des symptômes qui sont apparentés à ceux de la fièvre méditerranéenne familiale. Et c'est vrai que quand on regarde des populations de malades qui ont ce syndrome de Marshall, on peut parfois trouver des mutations. Ça ne veut pas forcément dire, surtout s'il n'y a qu'une seule mutation, qu'ils ont la fièvre méditerranéenne familiale. Donc il faut savoir attendre un petit peu, surtout si ça concerne un enfant, attendre un petit peu pour savoir si vraiment il va y avoir une fièvre méditerranéenne familiale ou pas. Donc ça c'est un petit peu difficile là en 2 minutes de répondre à cette question. Je pense que si vous avez des doutes, vous pourrez contacter un des centres de référence, plutôt pédiatrique si c'est un enfant. Parce que le syndrome de Marshall c'est les enfants. Alors je continue. Donc Christine, actuellement sous Kineret 1 jour sur 2 avec une colchicine le matin et un colchimax le soir, je suis très souvent en diarrhée. Les conséquences du haut traitement, faut-il suivre? En parallèle, un régime alimentaire et lequel? Alors, je ne sais pas si vous-même avez identifié que certains aliments donnaient de la diarrhée et d'autres pas. Donc, effectivement, il faut peut-être éviter les aliments, sachant qu'il ne faut pas non plus avoir une restriction du régime alimentaire, parce qu'on se retrouve avec des gens carencés, notamment des gens qui ne veulent plus prendre de légumes, de fruits. Donc, il y a un risque de carence en vitamines. Oui, enfin le pamplemousse c'est pas tellement pour la diarrhée, mais c'est vrai que le pamplemousse peut interférer. C'est le seul aliment qui peut interférer avec la colchicine, et donc ça peut favoriser des effets secondaires du traitement. Alors c'est vrai que vous avez quand même une dose importante de colchicine, puisque vous en avez 1 mg le matin sous forme de colchicine et 1 mg le soir sous forme de colchimax, et puis le Kineret parce que probablement vous continuez à avoir des symptômes de la maladie alors que vous aviez déjà une bonne dose de colchicine.
Alors là, je crois qu'il faut reprendre l'interrogatoire avec votre médecin, parce ce qu'il faudrait savoir, c'est est-ce que votre diarrhée est récente, est-ce que ça a toujours été comme ça, et peut-être faire des examens, parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il peut y avoir associé à la fièvre méditerranéenne familiale d'autres maladies du tube digestif, des intestins, qui peuvent se manifester par des diarrhées, notamment la maladie de Crohn par exemple, ou bien d'autres anomalies, l'amylose éventuellement. J'espère que vous n'avez pas ça, mais je pense que voilà, c'est important d'en parler avec votre médecin, et si vraiment il y a un doute sur l'origine de cette diarrhée, de faire des examens du tube digestif, c'est-à-dire un examen des selles et éventuellement une coloscopie. Alors, on a un nouveau correspondant qui est Samuel. Donc, vous avez été opéré à 2 reprises des testicules. Pourriez-vous me dire si ça peut venir de ma maladie ? Alors, je ne peux pas vous répondre comme ça. Il faudrait avoir l'analyse exacte de ce qu'ils ont trouvé dans vos testicules. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les biopsies, c'est-à-dire que quand on opère les gens, quel que soit le site d'ailleurs du corps, on fait une analyse au laboratoire, au microscope, et on voit exactement quel était le problème. Donc je ne peux pas vous répondre, mais effectivement, ce serait une question à poser à vos médecins. Alors, on a encore 10 minutes. Donc, on a des gens qui viennent par l'association Delphine. Donc vous avez une FMF monozygote, c'est-à-dire où il n'y a qu'une seule mutation, j'imagine, M694V, et vous avez une maladie inflammatoire du tube digestif. Si je prends de la cortisone, quand je l'arrête, même progressivement, j'ai mal aux jambes. Mon fils a eu une infiltration de cortisone à cause d'une hernie discale, et 10 jours après, il a eu des myalgies. Bon. Alors, comme ça, a priori, je ne vois pas le lien entre l'arrêt de la cortisone et le fait d'avoir des douleurs aux jambes. Peut-être que la cortisone traitait un problème musculaire des jambes et que le fait de l'arrêter, ce problème revient. Donc en fait, le problème ici, c'est de faire le diagnostic de quelle est l'origine de ces douleurs, de ces myalgies, de ces douleurs au niveau des muscles. Et idem pour votre fils. Et donc vous avez juste complété votre question, Madame Delphine. Suite à des myalgies violentes avec hospitalisation, cela s'est répété à la 2e injection. Est-ce que ces myalgies sont fréquentes ? Donc après, il faudrait voir, voilà. Oui, alors bon, l'inflammation du testicule, je vous ai dit, ça peut faire partie de la fièvre méditerranéenne familiale. Bon, ça peut être, il y a d'autres diagnostics mécaniques, notamment les torsions de testicules. Ça arrive chez les jeunes garçons, surtout à 8 ans. Donc ça, il faut bien faire le diagnostic au départ. Maintenant, sur les myalgies, voilà, peut-être qu'on vous a donné de la cortisone parce que justement vous aviez ces myalgies. Et donc ce qui est important, c'est effectivement si vous arrêtez la cortisone et que les myalgies reviennent, c'est peut-être qu'il y a d'abord un diagnostic à préciser si ce n'a pas été fait, et peut-être qu'il faut donner d'autres traitements. On a effectivement des personnes qui ont la FMF et qui ont ce problème de myalgie, donc de douleur dans les muscles. On leur donne de la cortisone pendant 15 jours, 3 semaines, ça va beaucoup mieux, et on essaye de sevrer cette cortisone, d'arrêter cette cortisone, parce que encore une fois, la cortisone au long cours, ça a d'autres effets. Et tout simplement, ils retrouvent les symptômes. Donc là, c'est dans ces cas-là que parfois on a recours à d'autres traitements plus spécifiques des douleurs musculaires ou du problème d'inflammation dans les muscles, autres que la cortisone ou associés à des petites doses de cortisone. Alors, Stéphane, concernant l'amylose spécifique à la FMF, y a-t-il un espoir prochain de la guérir ? Oui. Donc en fait, le traitement de guérir l'amylose, c'est de contrôler l'inflammation. Donc il n'y a pas de traitement spécifique de l'amylose. Le traitement spécifique de l'amylose dans la fièvre méditerranéenne familiale, c'est de parfaitement contrôler votre inflammation de la fièvre méditerranéenne familiale. Alors c'est vrai qu'il nous arrive encore malheureusement d'avoir des personnes qui ont effectivement une amylose associée à la fièvre méditerranéenne familiale. Le fait de donner des traitements de l'inflammation, qui sont des traitements un peu plus compliqués que la colchicine dans la plupart des cas, permet au moins de stabiliser l'amylose, voire de la faire régresser. Tout dépend le degré d'amylose que vous avez. Donc ça, je n'ai pas cette précision, mais on peut arriver en tout cas au moins à la stabiliser. Voilà, effectivement, c'est une épée de Damoclès. Vous n'êtes pas le seul à nous dire ça. C'est-à-dire, j'ai cette maladie, je fais pas de crise, mais j'ai toujours cette crainte. Je pense quand même
pour essayer de rassurer un petit peu. C'est-à-dire que, si le diagnostic de fièvre méditerranéenne familiale est bien fait, que vous avez un traitement adapté, qu'on fait régulièrement des examens pour vérifier que votre traitement est bien adapté à la bonne dose, que vous le prenez bien, que vous le tolérez bien, je pense quand même que, enfin on le sait très bien, c'est-à-dire que la colchicine a été utilisée de façon systématique dans la fièvre méditerranéenne familiale depuis 1972. Et effectivement, avant l'utilisation systématique de la colchicine dans cette maladie, une grande partie de la population atteinte de FMF avait cette amylose. Maintenant, depuis qu'on utilise la colchicine de façon systématique, c'est-à-dire depuis plus de 40 ans maintenant, on a de moins en moins de cas d'amylose chez les personnes qui sont diagnostiquées suffisamment tôt. Mais effectivement, si le diagnostic est fait à 40 ans et que vous avez des symptômes depuis l'âge de 5 ans, c'est là où le risque d'amylose existe, mais qui n'est pas systématique, encore une fois. Voilà, mais je crois que ce qui est important, c'est vraiment de traiter et ensuite de vous faire suivre, parce que c'est pas le tout de faire le diagnostic, il faut après traiter, suivre la maladie. La maladie, effectivement, vous l'aurez toute la vie, donc il faut qu'il y ait un suivi régulier, au moins une fois par an. Alors, je continue à lire. Donc toujours Delphine, je prends en fait de la cortisone que lors des poussées de Mickey. Oui. Donc la Mickey, c'est la maladie inflammatoire du tube digestif. J'ai une FMF de forme sévère. Donc bon, vous avez effectivement une fièvre méditerranéenne familiale très active. Et puis donc vous parlez aussi de votre fils qui n'a qu'un gène. Donc encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, la génétique n'est qu'une aide au diagnostic, mais une personne qui a un seul gène et qui a des manifestations inflammatoires et qui a de l'inflammation dans le sang justifiera d'un traitement par la colchicine. Donc ça, faut revoir avec vos médecins et avec le médecin pédiatre référent pour votre fils. Alors, on a une question qui vient d'arriver. Donc, splénomégalie, hépatomégalie, hypertrophie rénale, hypertrophie parotidienne sont des annonciateurs d'amylose évolutive à bas bruit. Alors, les termes que vous utilisez, c'est une grosse rate, un gros foie, des gros reins et des grosses parotides. Donc, c'est des glandes qu'on a derrière, en dessous des oreilles, là, qui sont des signes d'annonciateurs d'amylose. Pas forcément. Effectivement, c'est parfois un signe qui peut être le signe annonciateur, mais avoir une grosse rate dans la fièvre méditerranéenne familiale ne veut pas dire systématiquement amylose. On peut avoir une grosse rate tout simplement parce que la rate réagit quand il y a de l'inflammation, et donc pour des personnes qui ont de l'inflammation pendant des années, il peut y avoir une grosse rate sans forcément qu'elle soit atteinte d'amylose. Donc quand on a un doute, on fait des biopsies, alors pas des biopsies de la rate parce que c'est un peu compliqué, mais on fait des biopsies sur des sites plus facilement accessibles, ce qui nous permet de savoir s'il y a une amylose ou pas. Pareil pour les autres organes que vous signifiez. Voilà. Je pense qu'on a à peu près répondu à toute la question. Alors, on nous a posé une question, est-ce qu'il y aura une copie de notre présentation? Donc oui, elle sera disponible en podcast. Voilà, en podcast. Elle y est déjà. Bon, très bien, parfait. Voilà, je ne sais, il reste 3 minutes pour quelques questions. Ah oui, bon, là il y a une question un petit peu personnelle de Youpi, mais on a le temps d'y répondre. Donc, sous colchicine à 2 mg en 2012, on vous a conseillé l'anakinra, donc qui est ce traitement par injection. Depuis, je suis à 1 mg plus une injection un jour sur 2. Donc c'est possible, effectivement, quand on commence les injections, souvent, si l'efficacité est très bonne, ça nous permet de réduire la dose de colchicine et donc de réduire le risque d'effet secondaire du médicament, tout simplement. Dernièrement, vous avez été reçu à l'hôpital Tenon, bon, très bien. Et là, le discours est différent, on me conseille d'arrêter les injections. Alors oui, ça dépend. C'est-à-dire que tout dépend de votre histoire. Après, ça dépend des manifestations, ça dépend du degré d'inflammation, ça dépend s'il y avait d'autres facteurs qui favorisaient la survenue de vos crises ou pas et qu'on pouvait traiter de façon plus simple que par les injections sous la peau. Donc, je crois que vous avez consulté le centre de référence et s'il y a effectivement une discordance entre ce qui vous a été dit par divers médecins, je pense qu'il faut faire repréciser les choses par les deux parties, par les deux équipes médicales, et puis qu'elles se coordonnent, parce qu'effectivement, il ne faut pas que vous soyez entre guillemets deux sons de cloche différents. Mais je comprends que vous soyez déstabilisés, donc je pense qu'il faut que les deux équipes médicales se mettent en contact.
Ensuite, on nous demande s'il y aura des possibilités de nous répondre des questions, enfin de nous poser des questions plus tard. Donc passez par l'association, par la FFMF. Vous avez encore une fois le numéro de téléphone, le site, et par leur intermédiaire, si c'est des questions très médicales, elles nous seront transmises. Et puis une dernière question de Stéphane. En tant que parent atteint de FMF, doit-on faire le test ADN à nos enfants même s'ils présentent aucun symptôme? Donc la réponse est très claire en France, non, parce que de toute façon on ne traitera pas un enfant même s'il a les deux mutations tant qu'il n'a pas de symptômes et tant qu'il n'a pas d'inflammation. Mais par contre c'est vrai qu'un parent qui est atteint lui-même de la maladie, il saura beaucoup plus vite reconnaître les signes de la maladie que dans une famille où on ne connaît pas du tout la maladie et où effectivement le diagnostic sera plus long à être posé. Voilà, je remercie à tous les participants et toutes les questions qui nous ont été posées. J'espère que vous aurez eu des réponses à toutes vos questions. Bonne fin de journée.